Il est l'heure de répondre à toutes vos questions. Et tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va un petit peu servir d'excuse. Qui va un petit peu servir d'excuse pour fêter les 1 an de la chaîne, puisque ça y est, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis présente sur YouTube et je vous remercie beaucoup à vous puisque en 1 an, il s'est passé tellement de choses, la chaîne a tellement grandi. Je suis contente d'avoir pu vous proposer diverses choses, même s'il y a encore plein d'idées que je n'ai pas pu encore exploiter sur cette chaîne, mais ne vous inquiétez pas, ce qui n'a pas été fait sur cette première année sera fait, peut-être pas dans cette seconde année, mais en tout cas dans les années à venir, je l'espère, et j'espère surtout que vous serez toujours présents pour pouvoir voir le contenu que je pourrais vous proposer. À l'occasion du coup de cette vidéo un petit peu anniversaire, même si bon, 1 an c'est pas non plus énorme, mais bon, je suis tout de même fière déjà de tenir la chaîne depuis 1 an, puisque quand je me suis lancée sur YouTube, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais finalement, je me suis un peu jetée dedans en me disant oh ouais, ça serait chouette de faire une chaîne YouTube et puis pas grand chose de plus, j'avais pas franchement réfléchi à l'après et je suis bien contente d'être ici encore une année après. Et donc à l'occasion je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde pour un petit peu, je pense, faire ce format-là tous les ans, justement, comme ça, pour les nouveaux venus qui ne me connaissent pas, vous pouvez poser des questions et il n'y a pas de souci, comme ça, on réapprend à se connaître si vous ne me connaissez pas, et puis allons-y gaiement. Donc, je vous avais fait une story sur Instagram avec une boîte pour que vous puissiez me poser les questions dedans. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous voyez, c'est quand même vachement plus sympa de me suivre là-bas, je vous propose du contenu quand même aussi un peu différent de YouTube, donc n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos pour ceux qui ne me suivent pas encore par là-bas. Et donc, vous avez été quelques-uns à me poser des questions, donc je les ai sélectionnés pour que vous puissiez ici voir les réponses et puis pour ceux qui m'ont posé des questions, que vous ayez enfin la vie, que ça puisse enfin arriver. Donc sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec la première question. Je m'arme de ma tablette pour ça, puisque je filme avec mon téléphone, donc évidemment, je ne peux pas trop regarder les questions sur mon téléphone. Nous avions tout d'abord quelqu'un qui me demandait « Tu lis quand les loups du millénaire ?» Alors pour ceux qui ne savent pas, j'espère que vous savez maintenant, mais je suis sur Twitch principalement, c'est mon réseau principal, Twitch, où je me diffuse en direct pour parler de littérature et surtout pour faire des sessions de lecture avec vous et aussi des sessions de loisirs créatifs, donc c'est quand même très très chouette. Et il y a si vous voulez des objectifs par rapport au nombre d'abonnements qu'on peut avoir, et je fais des différents objectifs, et il y en avait un, c'était de lire Les Loups du Millénaire, donc le premier tome évidemment, sachant que les Loups du Millénaire, je sais même plus chez qui c'est publié honnêtement, mais c'est concrètement une saga qui n'est pas du tout dans mon genre, qui je sais ne va pas me plaire. Mais écoutez, c'est visiblement les viewers aiment que je me fasse du mal et je suis censée lire Les Loups du Millénaire en lecture commune avec Manon de Vibration Littéraire. Donc écoutez, mon excuse c'est je ne sais pas, j'attends qu'elle me dise le go pour que nous puissions le lire ensemble. Après, si ça repousse de toujours plus, moi ça ne me gêne pas, mais ne vous inquiétez pas, ça sera lu. Juste, il n'y a pas de date encore, ça sera lu. Voilà. Je n'ai pas plus à vous en dire pour le moment puisque je n'en sais pas plus. Question suivante. Quelles sont les vidéos que tu préfères partager et pourquoi celle-ci ? J'aime beaucoup, et en fait il y a deux types de vidéos que j'aime beaucoup filmer et partager surtout. À filmer, j'aime beaucoup les vlogs puisque c'est vraiment pas prise de tête, je me pose vite fait sur mon canapé, j'allume mon téléphone et je me filme et c'est parti mon kiki, quoi, je me prends pas la tête. Au niveau du montage aussi, c'est plus simple pour moi. Donc j'aime beaucoup, puis ça vous permet de vous voir, ça vous permet comme ça de me voir aussi au naturel, pas dans le sens naturel de tête, mais aussi au naturel spontané sur mes avis lecture, sur ce que je fais au quotidien par rapport à la lecture ou non d'ailleurs. C'est un format que j'aime beaucoup consommer, donc j'aime beaucoup produire et c'est un petit peu en corrélation avec ce que je propose sur Twitch où vraiment c'est de l'instantané, c'est de la spontanéité, je réponds au chat en direct, il n'y a pas de réflexion en amont sur ah attends, si un tel me dit truc, faut que je réfléchisse, ça veut dire qu'il faut que je réponde plutôt comme ci, comme ça. Pas du tout, je réponds tel quel. Et c'est un petit peu ça les vlogs. Faut savoir que les vlogs je coupe très peu. En fait je coupe quand je m'étale sur des choses où on s'en fiche un petit peu, c'est trop long. Mais je coupe pas, je coupe pas forcément en me disant non attends, faut que je tourne différemment parce que ça peut pas plaire à un ci, ça peut pas plaire comme ça. Vraiment j'y vais franco, il y a très peu de coupes dans mes vlogs, hein. C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi longs, donc j'aime beaucoup faire les vlogs et j'aime aussi beaucoup les avis lecture puisque pour moi c'est un petit peu le cœur du sujet, c'est un petit peu le pourquoi du comment on est là quoi, c'est parce que on aime savoir ce qu'ont lu les gens et ce qu'ils ont pensé de leur lecture et c'est pour ça que quand on est sur Twitch, je reviens toujours à Twitch parce que je vous dis Twitch c'est mon réseau de cœur, mais sur Twitch quand vous me parlez de vos lectures, je vous demande très souvent alors qu'est-ce que t'en penses, t'es bien dans ta lecture, puisque pour moi c'est important de savoir ce que pensent les gens de leur lecture, c'est une façon, je préfère être influencée suite à un avis lecture de quelqu'un que suite à juste me dire ouais le livre il est pas si beau que ça ou il est un peu cher.
Oui, des fois, il y a des livres qui sont chers. Oui, il y a des fois des livres qui sont pas si beaux, mais on s'en fout finalement. Enfin, je préfère mettre très cher dans un livre, mais que ce soit un livre qui va me retourner le cerveau, plutôt que me dire, ouais, mais je consomme des livres pas chers, ou alors des livres que des livres qui avec des très belles couvertures, mais à l'intérieur, le contenu est zéro, quoi. Donc bon. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les avis lecture. C'est long à filmer, puisque en général, pareil, je m'étale un petit peu. Mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les partager. Et puis j'aime beaucoup aussi vous lire en commentaire dans les avis lecture, puisque c'est là où vraiment on parle 100% lecture et c'est très très chouette. Et c'est pour ça que à chaque fois ça m'attriste un petit peu de me rendre compte que les avis lecture c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues. C'est presque celles qui font le moins de vues sur ma chaîne, et pas que sur ma chaîne, en règle générale en fait sur Booktube, c'est les vidéos qui font le moins de vues. Et c'est bien dommage, puisque pour moi, comme je vous dis, c'est un petit peu le cœur du sujet, c'est ce pourquoi on est là, c'est pour parler de lecture, c'est pour parler de nos avis. Donc c'est très bien que les book hauls fassent des vues, tant mieux. Mais bon, c'est juste vous montrer des livres, vous dire j'ai acheté ceci, j'ai reçu cela, quoi. Alors que les avis lecture, c'est quand même plus approfondi, je trouve. Donc ouais, je préfère les avis lecture. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les tourner. Et puis vraiment, c'est là où je m'étale sur mes lectures. Et puis pareil, je réfléchis pas à ce que je vais dire. Je regarde le livre, je relis vite fait des fois la 4e de couverture si je l'ai lu en début de mois, vu que je tourne l'avis lecture en fin de mois. Donc des fois, je suis là, alors attends, je me rafraîchis un peu la mémoire. Ok, oui, c'était ça. Donc ouais, je me souviens mon ressenti de lecture. Donc je réfléchis pas en fait à ce que je vais vous dire. C'est parti mon kiki, quoi, à chaque fois que j'allume la caméra. Donc ouais, avis lecture et vlog, c'est les deux types de vidéos que je préfère. Ensuite, on a, tu préfères répondre plutôt aux commentaires longs ou commentaires courts sur YouTube? Aux commentaires courts. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer me faire des commentaires longs, et merci à vous. En fait, à partir du moment où vous mettez un commentaire, déjà vous êtes au top du top. Mais les commentaires courts, c'est plus pratique pour moi. Limite, je préfère plusieurs commentaires courts qu'un gros commentaire, puisque par exemple, je réponds très souvent depuis mon téléphone quand je suis en pause au travail. Et les commentaires longs sur un téléphone, c'est super chiant à lire. Et il faut savoir, c'est vraiment une question de pratique. C'est chiant aussi parce que quand tu commences à écrire, en fait, ta réponse va aller passer par-dessus la réponse. Et si tu veux voir la fin du commentaire, t'es obligé d'enlever ta réponse. Donc en fait, c'est insupportable. Tu fais des copier-coller tout le temps de ta réponse pour pouvoir ensuite fermer la fenêtre de ta réponse, aller voir te souvenir de la fin du commentaire long. Enfin, c'est insupportable. Vraiment, c'est super chiant. C'est vraiment une question de pratique. Et puis... Et c'est même pas quand je vous dis je préfère plusieurs commentaires courts qu'un commentaire long, c'est même pas pour booster le nombre de commentaires. C'est vrai que c'est cool, mais c'est même pas ça. Puis c'est plus pratique pour moi aussi, ça me permet de découper les idées comme ça. Si vous faites un commentaire, enfin pas une idée par commentaire, mais vous découpez un petit peu vos idées par commentaire, c'est plus simple. Parce que des fois je suis là, mais alors attends, il disait quoi? Quand je relis pas le commentaire tout long, c'est compliqué. Donc ouais, je préfère les commentaires courts. C'est plus simple, même c'est plus simple pour moi, puisque comme je vous dis, je réponds aux commentaires pendant mes moments de pause. Donc c'est plus simple de trouver 10-15 secondes pour écrire une réponse à un commentaire court que prendre 2-3 minutes pour répondre à un commentaire long, quoi. C'est vraiment des questions de pratique. Alors que c'est bizarre, puisque quand je parle avec des gens par message, surtout avec ma meilleure amie, on est du style à écrire des gros pavés. On fait pas plein de petits messages, on fait des gros pavés par gros pavés, c'est illisible quand les autres gens, enfin quand je montre à Axel des fois mes conversations avec ma meilleure amie, il est en mode mais c'est insupportable. Ouais, mais au moins c'est un message, t'as toute la conversation. C'est vrai que c'est chiant. Mais les commentaires courts, tout ça pour dire ça. Ensuite, on me dit la saga de ton cœur en dehors d'Harry Potter, si je peux me permettre. Alors j'ai réfléchi à celle-ci un petit peu en amont, et en fait ça a été très évident pour moi, j'ai vraiment réfléchi 2 secondes et demie à peu près. Ça a été plus long pour moi d'aller chercher le livre dans ma bibliothèque que de réfléchir à ce que j'allais vous présenter, puisqu'en fait c'est évident pour moi. Si ce n'est pas Harry Potter, ma saga coup de cœur vraiment, c'est La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc là c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai commencé... Il y avait, je crois que le tome 2 venait de sortir. Quand j'ai lu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. Le tome 2 pour moi, et comme pour beaucoup je pense, c'est le meilleur tome de la saga. J'adore cette saga, elle m'a vraiment complètement retournée. Puis ensuite j'ai relu toute la saga quand le tome 3 est sorti. Et j'ai relu toute la saga, donc les 3 premiers tomes, quand le tome 4 est sorti. J'ai terminé le tome 4 en pleurs, vraiment au bout de ma vie, en me disant c'est fini. Mais j'ai adoré, l'univers est fou. J'ai relu cette saga déjà 5 fois je crois. 5 fois. Le tome 1, j'ai dû le relire peut-être même 6 fois. Enfin, vraiment, j'adore La Passe-Miroir. J'adore, c'est cher à mon cœur. Le personnage d'Ophélie me fait beaucoup penser aussi à ma première coloc. Quand j'étais à la fac, j'étais en colocation avec une amie. Et elle me faisait énormément penser à Ophélie. En fait, à chaque fois que je voyais que l'autrice parlait d'Ophélie, je voyais ma coloc, en plus qui s'appelait Aurélie, donc elles ont des noms qui se ressemblent pas mal. Et je voyais ma coloc du coup. Et ça rendait, j'avais encore plus l'impression d'être proche d'Ophélie en fait. Parce que je vous dis, j'avais l'impression de vivre avec. Donc c'était... parce que
En plus, j'ai découvert La Passion en étant en colocation, donc vraiment j'étais là. Mais c'est Aurélie en fait. Donc ça a une valeur toute particulière. J'adore l'univers, j'adore la relation entre les personnages, j'adore l'histoire. Vraiment, je trouve que cette saga est parfaite. J'avoue que j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre les gens qui n'accrochent pas à La Passe Miroir parce que pour moi, c'est une saga qui est parfaite en fait. Vraiment, elle est parfaite. Je peux comprendre, ceci dit, je peux comprendre qu'à partir du 3e tome, que les tomes 3 et 4, donc la seconde moitié, puissent un peu moins plaire. C'est-à-dire que l'autrice nous en met plein les yeux dès le tome 1 et surtout le tome 2. Vraiment, c'est la grosse folie. Et ça redescend peut-être un petit peu en rythme à partir du tome 3. Et le tome 4, en fait, c'est beaucoup de réflexion. On sent que vraiment, elle a... Limite, le tome 4, je le trouve un peu trop court. Il aurait nécessité peut-être un petit peu plus d'explications sur certaines choses. Et c'est là que tout fait sens, en fait. Tous les petits trucs qu'elle avait dispersés sur les premiers tomes et pour lesquels tu t'étais pas forcément arrêté en disant, ouais, bon, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. L'univers est spécial de toute façon, donc pourquoi pas ça. Et quand t'arrives au tome 4, tu fais, oh, mais en fait, elle avait pas écrit ça pour rien, ça avait du sens. J'adore quand ça fait ça. Et tu relis le tome 1 et tu fais, oh, mais oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait ça. Et je m'étais pas posé la question quand je l'avais lu, je l'avais un peu laissé passer. Et quand tu le sais, la fin, tu fais, ah ouais, j'adore ça vraiment. La Passe Miroir, c'est une saga que je me vois relire, mais toute ma vie, vraiment. Pas tous les ans, mais à fréquence régulière. Bah, je l'ai lu la dernière fois il y a 3 ans et bah, en ce moment, j'ai envie de la relire. Donc, je pense que en 2024, je me referai la saga. Il y a de fortes chances que je me refasse la saga. Et du coup, je suis d'autant plus triste de ne pas avoir pu faire dédicacer mon exemplaire aux Aliénales. Je vous avais dit qu'il y avait trop de monde pour la file de Christelle Dabo, c'est ce que je comprends, hein, parce que la Passion Rare, c'est quand même une grosse saga en français. Donc je comprends. Mais j'espère un jour pouvoir la faire dédicacer puisque c'est vraiment une saga qui est chère à mon cœur. Très très chère à mon cœur. La question suivante, c'était... on me disait, hello, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la chaîne et les réseaux en général? PS, j'adore ce que tu fais. Bah, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Et qu'est-ce qui m'a motivé à commencer les réseaux et ma chaîne en général? Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Écoutez, à mon avis, c'est à partir de ce moment-là où la vidéo qui avait une durée qui promettait d'être raisonnable ne va plus être raisonnable. Mais écoutez, c'est le moment un peu story time et je trouve que les FAQ, c'est ce qui se prête le mieux pour ça. Alors, faut savoir que moi, à la base, donc en fait, tout a commencé avec Bookstagram en 2017. J'ai eu ma licence en 2017. En gros, j'avais une amie de fac qui avait un Bookstagram et qui savait que j'aimais beaucoup lire et on parlait beaucoup de littérature. Elle et moi, il faut savoir que j'ai fait des études de japonais, littérature ancienne. Donc je suis portée sur la littérature depuis un bon bout de temps. Et donc avec cette amie, on parlait beaucoup de livres, de nos lectures au fur et à mesure, pas forcément de nos lectures de cours, mais de nos lectures en règle générale. Et elle m'a dit, on a fini notre licence et puis c'était les vacances scolaires, enfin c'était nos vacances de fin d'études quoi. Donc c'était l'été 2017. Elle me dit, mais tu sais Marie, moi je me suis créé un compte sur Instagram. J'étais pas très Instagram moi, hein. Même mon Instagram perso, je regardais vite fait, mais j'étais pas très réseaux sociaux avant, hein, vraiment. Et elle me disait, ouais, tu sais, moi je me suis ouvert un compte Instagram, ça s'appelle un compte Bookstagram, en fait, puisque c'est un compte où je ne parle que de mes lectures et je suis que des gens qui parlent de littérature, de leurs avis lecture, vraiment on parle de livres tout le temps et c'est très chouette, ça permet de découvrir de nouvelles choses, de partager avec des gens, puis de trouver des gens qui ont le même hobby que toi. Je me dis, mais c'est trop bien, écoute, tu me donnes trop envie, je vais m'en ouvrir un. Donc en 2017, en fait quand vous remontez sur ma page Instagram, vous voyez mes premières photos, elles doivent dater de 2017, fin 2017, quelque chose comme ça. Parce qu'au début, j'avais ouvert mon profil Instagram, bon Bookstagram, mais je postais rien puisque je savais pas trop quoi poster. J'étais en fin d'études, donc je déménageais, je quittais Paris, je revenais chez mes parents, sachant que je savais que je préparais mon déménagement pour aller vivre au Japon. Donc bref, j'étais quand même pas mal occupée. Et donc, je regardais juste au début. Je postais pas grand chose, puis j'ai commencé à poster 2-3 photos. Enfin, si vous regardez mes premières photos Instagram, c'est vraiment, je crois, c'est une photo prise à la fenêtre de la chambre de mes parents en train de lire Les Fleurs du Mal, une photo au petit-déj. Enfin, c'est vraiment des photos très très simples, pas prises de tête, puisque à l'époque, on se prenait beaucoup moins la tête que maintenant pour les photos Instagram. Et donc en 2017, j'ai commencé à faire mon compte Bookstagram. À l'époque, mon pseudo n'était pas Mirazonchi sur Instagram, c'était Literally Book, qui n'existe plus maintenant. Enfin, je crois que le pseudo a été repris, j'étais allée vérifier. Et je crois que c'était repris par une personne hispanophone. Ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire que ça soit hispanophone ou pas, mais genre, le pseudo a été repris. Donc je ne peux même plus le reprendre. Mais c'était donc en 2017. Donc j'avais mon compte Bookstagram, j'avais un blog WordPress aussi, où je postais. Donc voilà, j'avais ça. J'étais pas très assidue, hein, vraiment. Comme je vous disais, j'étais quand même pas mal prise au niveau de
je préparais mon déménagement au Japon. Enfin bref, j'étais pas mal occupée au niveau de ma vie perso, donc je lisais pas mal, mais je prenais pas forcément le temps de poster des avis lecture, de préparer tout ça. Et puis donc je suis partie vivre au Japon et là j'ai complètement abandonné les réseaux. Hein, vraiment au Japon je postais plus rien, j'étais plus du tout sur ça. En plus je me tenais vite fait informée de ce qui sortait en France, mais comme je pouvais pas de toute façon y avoir accès au Japon parce que si je voulais commander, ça coûtait la peau des fesses en frais de livraison pour se les trouver, même en anglais c'était vachement cher. Enfin bref, du coup je laissais tomber. Donc j'ai complètement coupé les réseaux Bookstagram, Booktube, parce que je consommais beaucoup de Booktube, mais j'avais complètement arrêté puisque ça me faisait mal au cœur et ça me frustrait plus qu'autre chose. J'étais plus du tout dans ça, donc j'arrêtais complètement. Et le Covid est arrivé. Et avec le Covid, vous savez, j'ai eu une dépression qui s'est profilée. Et du coup, j'ai toujours continué à lire au Japon, peut-être moins assidûment, mais j'ai toujours continué à avoir un petit rythme de lecture. Mais j'ai recommencé en fait à consommer du contenu Instagram, enfin, Bookstagram, du contenu Booktube, tout ça ce que je savais que je voulais rentrer en France. Donc du coup j'ai recommencé en fait à reprendre le rythme de vie que j'avais un petit peu quand j'ai quitté la France. Donc j'ai recommencé à faire ça. Et donc en étant au Japon, j'ai commencé une chaîne Twitch parce que je me sentais bien seule en fait à l'autre bout du monde comme ça, cloîtrée chez moi dans mon petit 25 mètres carrés. Je devenais un peu cinglée et j'avais besoin de relations humaines. Et bon bah défaut de pouvoir en avoir puisque bah confinement tout ça, j'ai ouvert une chaîne Twitch à la base donc en été 2020, mai, juin 2020, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à streamer. Donc au début, je streamais du jeu vidéo parce que c'est ça qui marchait sur Twitch et on voyait pas grand chose d'autre. Donc je streamais en plus pour moi, heure japonaise, le soir après ma journée de travail. Je faisais du télétravail 100%. Donc je finissais ma journée de travail à 19h et à 20h, je commençais un live, ce qui faisait à peu près midi heure française, midi 1h heure française. Donc c'était nickel puisque bah, c'était le moment où tout le monde était confiné. Donc tout le monde était devant son écran et enfin tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est là où tu avais le plus de chances de toucher quelqu'un. Donc j'ai commencé à avoir une petite communauté, comme ça c'était vraiment pas grand chose, mais voilà, je faisais des lives jeux vidéo. Bon après je me suis rendu compte que les jeux vidéo j'aimais bien, mais en fait c'était pas ce qui me plaisait le plus. J'aime bien y jouer, mais je suis pas une grosse joueuse de jeux vidéo de base. Et puis c'est dur en fait hein, de streamer du jeu vidéo. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est très dur de streamer du jeu vidéo. Et étant déjà pas très forte aux jeux vidéo, je me suis dit bon allez, toi à la base en plus t'as créé une chaîne Twitch plutôt pour parler avec des gens et si tu joues en fait tu lis pas ton chat, donc c'est un peu dommage. Donc j'ai pas mal arrêté de faire du jeu vidéo et je faisais que des sessions après blabla. Je faisais que des streams. Je lançais les streams en fait, juste je discutais avec le chat sur Twitch et c'était cool. Ça a duré peut-être un mois ou deux comme ça. Ensuite j'ai déménagé, je suis rentrée en France et bon bah après pareil retour où il s'est rien passé sur les réseaux puisque bah je revenais en France, ça a été je suis revenue chez mes parents pendant un temps, puis ensuite bah je me suis dit bah non mais je veux pas vivre chez mes parents, enfin genre je suis rentrée, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans, donc j'étais là, bon, bah, j'ai peut-être pas envie de rester chez papa-maman. Ça faisait depuis 2013 que je vivais pas ça faisait 7 ans que je vivais plus chez les parents, donc très dur le retour chez eux. J'étais là, non, mais je veux retrouver mon indépendance quand même. Donc j'ai redéménagé, j'ai rencontré Axel, donc mon copain actuel. Bref, on a emménagé ensemble. Et c'est là, donc en 2021, que j'ai repris un petit peu Bookstagram, très légèrement, sachant que le boulot que je faisais en plus en rentrant en France, bah, j'ai eu du chômage partiel parce que bah, reconfinement et je travaillais, j'étais vendeuse en centre commercial, donc les centres commerciaux étaient fermés, donc bah j'étais au chômage partiel. Donc j'ai recommencé un petit peu à faire des streams sur Twitch, pareil, toujours pas par rapport à la littérature, des streams blabla comme ça, il y avait plus grand monde qui me regardait, j'avais perdu toute la communauté que j'avais pu me construire puisque ça faisait plus d'1 an que je streamais pas. Et puis voilà, je faisais ça, tranquillou. Et puis, j'ai recommencé à travailler. Enfin bref, en fait, ça a été pas mal en dents de scie, puisque après, j'ai re-arrêté. Je faisais quelques photos à Instagram, comme ci, comme ça, mais il y avait personne qui me suivait. Il devait y avoir 100, 200 personnes qui me suivaient sur Instagram, quelque chose comme ça. Et il y en avait plein, c'était des comptes fantômes qui m'avaient suivi en 2017, quand j'avais ouvert ma page Instagram, et qui existaient plus. Donc, enfin bref, il y avait plus personne qui me suivait, j'avais plus d'interaction. Mais bon, j'avais recommencé à me allier à tout ça. Et je vous avais dit que ça allait être long. Je vous avais dit. Et du coup, en 2022, j'étais toujours sur Twitch à faire des lives par-ci, par-là. En fait, en 2022, j'ai arrêté mon travail de vendeuse. Enfin, fin 2021, j'ai arrêté mon travail de vendeuse puisque j'allais commencer un autre travail de chef de projet. Et finalement, ce travail, c'est pas du tout en 2022. Donc, je commençais 4 janvier 2022. Le 3 janvier 2022 et le 4 janvier 2022, j'ai été testée positive au Covid, je me souviens. Donc bref, et en fait, ce boulot de chef de projet était pas du tout ce qui m'avait été promis au moment de l'entretien d'embauche. Enfin bref, ça avait rien à voir en fait avec ce que je savais faire et ce que je voulais faire aussi. Donc j'ai même pas terminé ma période d'essai et je me suis retrouvée au chômage mi-février 2022.
Et donc bah, j'ai recommencé à streamer puisque bah, Axel travaillait, j'étais toute seule à la maison, je déprimais pas mal en me disant bon bah quel est le sens de ma vie, j'ai quitté un travail sans avoir de suite derrière. C'était la première fois que je me retrouvais au chômage comme ça sans avoir d'après, parce que quand j'ai fini mes études et avant que j'aille vivre au Japon, j'ai eu 5-6 mois. 5 mois de chômage, mais parce que je savais que j'allais vivre au Japon, donc j'allais pas chercher un travail, j'en ai profité bah, pour organiser mon déménagement, faire un tour de la famille, profiter de mes proches avant de savoir que je partais pour je ne sais pas combien de temps. Donc bref, c'était pas vraiment, pour moi je l'ai pas vécu comme du chômage à ce moment-là, mais par contre là, bah, je me retrouvais à ne plus vivre chez mes parents, donc j'avais un loyer à payer, les factures à payer, et à être au chômage et avec juste mon conjoint qui avait un salaire et il n'a pas le plus gros salaire donc il pouvait pas nous faire vivre tous les deux quoi. Donc je me suis retrouvée au chômage en me disant punaise quel est le sens de ma vie, mais en même temps en fait je m'étais jamais posée à savoir ce que je voulais faire comme travail et j'avais besoin, en fait je pense que c'est un chômage qui a été très bénéfique pour moi puisque j'avais besoin je pense de me poser aussi, de faire le point avec moi-même, de savoir ce que je voulais. Ce que je ne voulais pas aussi puisque bah, ma dernière expérience professionnelle de 1 mois et demi avait été complètement à côté de la plaque, enfin bref. J'ai eu besoin de ce temps en fait pour me poser un petit peu et ce temps je l'ai utilisé aussi pour streamer, beaucoup streamer et donc je streamais toujours des lives blabla comme ça où j'avais 2-3 personnes qui me regardaient, la plupart du temps c'était des amis qui travaillaient et qui venaient me voir pendant leur boulot parce qu'ils étaient en télétravail. Et un jour j'ai eu un raid, donc un raid sur Twitch, en gros ça veut dire que quelqu'un est en train de faire un live et à la fin de son live, au lieu de juste couper et merci au revoir tout le monde rentre chez soi, la personne fait en sorte que tous les spectateurs qu'elle a soient dirigés directement vers un autre live qui est en cours. Donc voilà, tu coupes ton live et en fait c'est hop là, c'est comme si tu enchaînais sur le programme suivant, sauf que le programme suivant c'est un autre streamer. Et j'ai eu un raid de Pikitty. J'ai eu un raid de Pikitty, donc qui parlait de littérature, Pikitty Booking, vous connaissez, Steph de Pikitty, et elle a amené 70 personnes. Donc il faut savoir que ce jour-là, je me souviens, il y avait une personne qui me regardait, c'était un ami, il y avait une personne qui me regardait, donc on parlait vraiment à cœur ouvert, enfin, c'était comme une conversation sans être en direct, quoi. Donc, et il y a eu 70 personnes qui sont arrivées d'un coup, donc c'est très impressionnant, 70 personnes qui arrivent d'un coup. Et c'est là que je me suis dit, Marie, c'est le moment. Tu prends, ça faisait un bout de temps que j'y réfléchissais, que je regardais des lives de Read With Me, de gens qui parlaient de littérature sur Twitch et que j'avais jamais osé le faire parce que j'avais pas de communauté, donc ça servait à rien. Et mes amis qui me regardaient étaient pas très portés littérature, donc il y aurait pas eu d'échange, donc il y aurait eu aucun intérêt. Et c'est là que je me suis dit, Marie, là c'est le coup de pied aux fesses qui était nécessaire pour toi pour vraiment que tu te lances sur la scène littéraire, vraiment sur les réseaux. C'est maintenant, tu prends cette chance et tu le fais. Et c'est à partir de ce jour-là, donc c'était le 17 mars 2022. C'est pas compliqué, c'est le jour de la Saint-Patrick, c'est facile à retenir. Donc le 17 mars 2022, il y a eu le raid de Pikitty et c'est là que du coup, bah, vraiment ma chaîne Twitch est devenue une chaîne littéraire, que j'ai repris en main mon compte Instagram aussi. Et donc voilà, donc c'est comme ça que Twitch et Instagram se sont relancés, enfin que du coup Twitch et Bookstagram se sont relancés. Et YouTube est arrivé donc en octobre 2022. Il y a eu plusieurs mois qui se sont passés où j'étais exclusivement sur Twitch et Instagram. Et en fait, je me rendais compte que j'avais envie de proposer un petit peu plus, que des fois, je me sentais un petit peu bridée dans ce que je voulais proposer, que Instagram, bah des fois, le format photo ou réel qui est très court me convenait pas. J'avais envie d'un petit peu plus parler. Les stories, j'aime pas le fait que ça soit éphémère sur 24 heures. Et puis oui, je peux mettre des stories à la une sur Instagram, mais personne va les regarder, donc il n'y a aucun intérêt. Et j'avais envie d'avoir un contenu qui dure un peu, qui soit plus long et qui dure dans le temps, vraiment qui s'inscrive dans le temps. Là où Twitch ne s'inscrit pas dans le temps, c'est du contenu qui est supprimé au bout de 2 semaines. Donc j'avais envie de quelque chose qui reste dans le temps et je me suis dit, eh ben écoute Marie, YouTube c'est le moment. Et ça faisait un bout de temps que j'y réfléchissais, que je me disais en plus ça peut être challengeant d'apprendre à monter, je sais pas du tout monter, d'apprendre à parler face à une caméra sans avoir de répondant derrière, puisque certes quand je suis sur Twitch, je parle à une caméra, mais il y a un chat en direct, donc vraiment il y a une interaction qui se fait directement. Là, je parle toute seule face à ma caméra, j'ai pas de répondant quoi, à part moi-même. Donc bon. Et donc j'ai voulu tenter YouTube pour comme je vous dis, je crois que je vous en avais parlé quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, vraiment je voulais faire du contenu un petit peu bateau, mais parce que c'est ce que j'aime consommer aussi, donc des avis lecture, des book hauls, des vlogs, enfin vraiment du contenu un peu qu'on retrouve sur toutes les chaînes, mais avec mon caractère, ma personnalité, parce que je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, que ça soit sur la communauté littéraire ou n'importe quelle communauté. En fait, même si vous proposez le même contenu au niveau du fond, la forme, c'est-à-dire votre personnalité, votre phrasé, vos avis aussi vont différer. Et donc, c'est ça qui va faire la différence et qui va de toute façon apporter un plus. Et donc, je voulais faire ça. Et en fait, je prends un kiff monumental à faire YouTube. Je suis très contente de faire du YouTube. Par contre, j'avais peut-être sous-estimé le temps que ça prendrait, puisque vraiment, sur tout le temps que je donne pour la création de contenu sur les différents réseaux, YouTube c'est peut-être 50% à lui tout seul. Parce que y a le temps de tournage, il y a le temps de montage, il y a le temps
de réfléchir des fois à ce que tu veux faire, programmer tes trucs. C'est plein de choses en fait qui prennent du temps. Il y a le temps de faire toutes les barres d'infos, il y a de faire les merdes, de faire les merdes du style ah attendez la musique que vous utilisez elle n'est pas libre de droit donc faut refaire ça. Donc en fait il y a repasser par ça, il y a répondre aux commentaires aussi puisque je m'attendais pas, mais merci à vous d'être aussi nombreux sur YouTube, mais je m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux et avoir autant de commentaires auxquels répondre. Donc j'adore répondre aux commentaires, mais c'est n'empêche que du temps, c'est quand même du temps que tu prends pour faire ça, du temps que avant j'avais pas à prendre puisque j'avais pas de commentaires YouTube, j'avais pas de chaîne YouTube. Donc en fait j'avais un petit peu sous-estimé ça et bon. Oui, ça prend du temps. Du coup, j'adore ça, mais des fois, j'ai un petit peu du mal à tenir le rythme YouTube. C'est pour ça que pendant l'été, j'étais à une vidéo par semaine. Même il y a eu quelques semaines, je crois, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais noyée. Mais donc voilà. C'était toute l'histoire des réseaux, du pourquoi, du comment je suis là. Et je suis très heureuse d'être sur tous ces réseaux, de voir tous ces réseaux se développer comme c'est le cas. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Et du coup, on va enchaîner sur la question suivante puisque est-ce que vous êtes encore là? Du coup, j'avais aussi une question qui était qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube, Instagram? Bon, bah du coup, je viens d'y répondre. La question suivante, c'est quel est le livre fantasy fantastique avec la meilleure romance selon toi? Alors, elle est très drôle cette question puisque vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais j'ai pas mal de mal avec la romantasy où je trouve souvent les romances très niaises, mal développées parce que trop rapides, des sentiments qui apparaissent, on ne sait pas trop de sortie d'où, on ne sait pas trop pourquoi ils s'aiment. Page 102, ils se détestent, ils ont envie de se bouffer l'un l'autre. Page 103, oh là là, un lit, toi, moi, la nuit, c'est parti mon kiki. Des fois, t'es là, j'ai pas compris à quel moment il y a eu le changement de je te déteste à je t'aime, faisons l'amour. Des fois, j'ai un peu du mal, j'avoue. Donc, ouais, j'avais beaucoup de mal avec la romantasy, c'est pas forcément... J'aime beaucoup la fantaisie, j'aime bien un peu de romance, mais quand la romance prend le dessus sur l'histoire, ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Et pourtant, le livre que j'ai pris pour illustrer un livre de fantaisie fantastique avec la meilleure romance selon moi, c'est un livre où la romance est vraiment le cœur du sujet, mais elle est tellement belle et il s'agit du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Johnson et publié ici, c'est chez Brajlon. Donc voilà, le tome 2 est sorti, je l'ai pas encore lu, mais j'avais adoré ce tome 1 où j'ai trouvé la romance très belle, les sentiments complètement bien développés, ils prennent leur temps, ils sont pas amoureux au bout de la page 10. La romance, elle est tellement bienveillante, il y a une notion de consentement qui est beaucoup trop oubliée dans la romantasy, je trouve, où c'est, bah non mais c'est évident, ils sont beaux donc ils ont envie de coucher ensemble. Bah non, des fois t'as le droit de dire non, hein, je te jure. Vraiment, tu as le droit de dire non. Donc là, j'ai trouvé ça très très cool. J'aime beaucoup. Je vous en avais parlé au moment de mon avis lecture. Je sais plus quand je l'ai lu. Hein, début d'année, quelque chose comme ça. Mai, avril, je sais plus trop. Donc je vous invite à aller voir l'avis lecture où je vous en parle. Mais ouais, c'est la romance pour moi dans Le Pont des Tempêtes. Elle est très très chouette. C'est une très belle romantasy. L'histoire aussi, l'univers est très bien construit. Non, vraiment, nos deux protagonistes là, regardez-moi ça. Hip, attends toi. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien ensemble et... Eux, je leur souhaite et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. La question suivante était... Coucou, comment t'es venu ton amour pour Jane Austen? Tu en as sûrement déjà parlé, des bisous. Alors, elle me fait très rire cette question aussi, puisque oui, je saoule un petit peu tout le monde avec Jane Austen. En fait, Jane Austen, c'est mon autrice préférée, vraiment. C'est depuis le collège, je crois, ouais, depuis le collège, donc ça va faire 15 ans que je suis fan hardcore de Jane Austen, sachant que j'ai 28 ans. Donc depuis plus de la moitié de ma vie, je suis fan hardcore de Jane Austen. Et j'en suis fière. Alors en fait, Jane Austen, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a écrit entre autres Orgueil et Préjugés ou encore Persuasion. Elle a écrit d'autres romans, mais je crois que ce sont les plus connus du grand public. Orgueil et Préjugés pour sûr, mais il me semble que Persuasion est pas mal connue du grand public. Je vous avoue que je baigne dedans depuis tellement longtemps que je me rends même plus compte de ce qui est l'évidence et ce qui est peut-être plus niche. Mais c'est donc une autrice qui est décédée, hein, puisqu'elle a vécu il y a 200 ans, donc elle est morte il y a plus de 200 ans. Donc bon, c'est plus trop récent, mais j'aime beaucoup ces romances. Et donc, à la base, la question, c'est d'où te vient ton amour pour Jane Austen? Alors, c'est vraiment très très con comme réponse, hein. Préparez-vous. Je suis pas sûre d'avoir déjà vu quelqu'un m'expliquer pourquoi il aimait un truc comme pour cette raison, mais c'est très con. Je sais plus de quel DVD ça provient, mais vous savez, dans les DVD... les DVD qu'on consommait avant, maintenant ça se meurt un petit peu comme média, mais je sais plus sur quel DVD que je consommais pas mal étant ado. Du coup, il y avait des pubs, comme beaucoup de DVD, vous aviez des pubs avant d'avoir le menu. Il y
Il y avait des pubs pour des films, des films qui sortaient en DVD, et une des pubs, c'était pour Orgueil et Préjugés, le film de 2005 avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Et à chaque fois, je voyais cette pub au début de ce fameux DVD que je regardais pas mal adolescente, et je me disais, ah, ça a l'air pas mal comme film, ça a l'air pas mal. Puis je me suis dit ça plusieurs fois, et puis un jour je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal, mais je voudrais voir ce que c'est du coup. Et je crois même pas que j'avais internet. Si, j'avais internet. Bah oui, j'avais internet, je suis bête. Donc j'ai dû aller voir sur internet ce que c'était, et ça m'avait l'air pas mal. Du coup, j'avais acheté le DVD d'Orgueil et Préjugés, donc j'avais dû l'acheter 10 balles à la Fnac, un truc comme ça, parce que écoute, c'était un DVD lambda, vraiment la pochette du DVD toute bête. Donc je l'avais acheté et je l'ai regardé, et c'était une révélation. Mais genre vraiment, ça a été une énorme révélation pour moi. C'était un été de vacances scolaires, donc je sais plus, je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et ça a tellement été une révélation pour moi, le film d'Orgueil et Préjugés, que pendant ces vacances scolaires-là, j'ai regardé le film tous les jours. Tous les jours. Donc au moins une fois par jour, et il y a même un jour, je l'ai regardé 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Je l'ai vraiment regardé, j'abuse même pas. Je l'ai regardé tous les jours pendant 1 mois. Voilà. J'ai regardé le film Orgueil et Préjugés tous les jours pendant 1 mois. Au début, je le regardais en français. Puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je connais les répliques pas mal par cœur maintenant. Je vais regarder le film en anglais. Et ouais, pendant 1 mois, je l'ai regardé tous les jours. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est une adaptation d'un livre. Faut que je lise le livre. J'ai lu le livre et c'est là que c'est parti en cacahuète. C'est là que c'est parti en cacahuète, cette histoire, que Monsieur Darcy est devenu mon idéal masculin. Bon, bah c'est dommage, il n'existe pas. Mais que j'ai ensuite acheté un coffret des adaptations BBC de tous les romans de Jane Austen, que je les ai tous regardés maintes et maintes fois, que je les regarde encore d'ailleurs, que j'ai acheté les romans de Jane Austen, que je lis, je lirai. Enfin voilà, et c'est là que ça a débuté en fait. Tout a débuté avec l'adaptation cinématographique de 2005. Donc voilà, je viens du cinéma pour arriver à me dire que Jane Austen est la meilleure autrice qui n'ait jamais existé. C'est con, c'est vraiment très con. Tout vient d'une pub sur un DVD. Je sais même plus quel DVD de base a la pub de Orgueil et Préjugés. Ça serait très drôle que je retrouve ce DVD et que je regarde les pubs et que je me dise « Oh, c'était toi !» Mais ouais, voilà d'où ça vient. C'est bête, hein. Mais c'est marrant, c'est anecdotique, j'aime bien. Ensuite, on me dit, que préfères-tu sur YouTube? Alors, je sais pas si la question est sur ce que je préfère consommer ou ce que je préfère faire sur YouTube ou ce que je préfère en étant créatrice de contenu sur YouTube en général. Ce que je préfère consommer, bah, c'est du booktube déjà. Je consomme beaucoup de booktube. J'aime beaucoup... Qu'est-ce que j'aime beaucoup sur booktube? Les vidéos sur lesquelles je me jette beaucoup, c'est les bookmails. J'adore les bookmails. J'aimerais beaucoup en faire, mais j'ai pas assez de réception pour avoir une vidéo bookmail qui vaille le coup d'être faite. Mais j'adore regarder les bookmails, puisque tu vois vraiment au fur et à mesure du mois ce que reçoivent les gens, ce que s'achètent les gens. Je suis en mode, ah ouais. Et puis j'aime beaucoup surtout les bookmails de Madame Errance, puisqu'elle mélange aussi de la papeterie. Je trouve ça trop chouette. J'adore. Elle achète beaucoup de papeterie. Et à chaque fois je suis en mode, waouh, ça a l'air trop bien. Donc j'aime beaucoup les bookmails. J'adore les recommandations lecture. Après, suivant les thèmes, je suis plus ou moins intéressée. Si on me dit mes recommandations lecture romance, bon, je vous avoue que je passe un petit peu à côté. Mais j'aime beaucoup ça. J'adore les vlogs, évidemment. J'adore les vlogs. Donc à consommer, ouais, c'est plutôt ça. J'adore aussi regarder du true crime pour sortir de booktube. Je regarde pas mal de true crime. Je regarde quasi exclusivement Sonia Lu, que j'adore beaucoup. J'adore, je suis Enjoy Phoenix depuis très longtemps, depuis qu'elle a fait Danse avec les stars. Je l'ai découverte, enfin je la connaissais de nom avant, mais j'ai commencé à la suivre depuis qu'elle a fait Danse avec les stars, donc il y a très longtemps. Et depuis, je regarde toutes ses vidéos. Voilà, donc ça fait presque 10 ans, je pense, un truc comme ça. Donc ouais, j'adore Enjoy Phoenix. Voilà, à consommer, vous avez à peu près ce que je consomme sur YouTube. Mais c'est principalement du booktube, vraiment... 80% de ma consommation à YouTube, c'est du booktube. Sinon, ce que je préfère en tant que à produire comme vidéo, bah du coup, c'est ce que je vous disais, les avis lecture et les vlogs, c'est ce que je préfère faire. Et ce que je préfère, sinon, en règle générale, en tant que créatrice de contenu sur YouTube, c'est lire vos commentaires et y répondre. Parce que c'est l'interaction, c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore ça, voir sur... Des fois, en plus, c'est trop drôle parce que vous réagissez sur des choses, surtout en vlog, c'est là où c'est le plus criant. Mais des fois, vous réagissez sur des trucs genre qui dure 2 secondes à l'écran, où vous me dites « Ah, mais punaise, mais y a ça chez toi !» Des fois, vous réagissez à ce qui se passe en fond enfin, par exemple, « Oh, t'as la pop de Voldemort !» Genre, des fois, vous réagissez sur des trucs, j'y fais même plus gaffe. Et genre, je regarde ma vidéo, je suis là « Ah oui, c'est vrai !» Et ça me fait mourir de rire, en mode « Ah ouais, ok !» C'est marrant de voir ce qui vous attire l'œil ou non, ce que vous retenez ou non, et ce qui vous fait réagir ou non, et j'aime bien. Donc ouais, répondre aux commentaires, parce que pour moi, je vous dis, le partage. Enfin, si je fais du contenu sur Internet, c'est pour partager, sinon, ça, aucun intérêt. Enfin, j'ai pas besoin de partager avec moi-même. Au pire, je me parle devant le miroir et ça fait le même effet, quoi. C'est bon. Ensuite, on me demande, Hello, tu as quel âge? J'ai 28 ans.
Voilà, c'est simple, ça c'est bon. Que t'as apporté cette première année sur YouTube et Twitch? Alors Twitch, comme je vous dis, moi ça fait quand même pas mal plus longtemps que j'y suis. Là maintenant, Twitch, on va dire que j'ai pris le virage littéraire de Twitch depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et ça m'a apporté tellement de rencontres, j'ai tellement grandi. Je me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup mûri. On a pu débattre de tellement de choses, parler de tellement de sujets, lire beaucoup, faire des très belles découvertes littéraires, faire des grosses déceptions, avoir des nouveaux concepts qui soient sur Twitch. Ça m'a permis aussi de mettre en avant les loisirs créatifs que j'avais pas l'occasion de faire, puisque c'était pas forcément quelque chose qui marchait sur Instagram, c'était pas forcément quelque chose qui pouvait intéresser sur les autres médias. Et sur Twitch, bah c'est trop bien parce que faire du loisir créatif, faire du coloriage, du diamond painting ou autre, bah c'est juste une excuse pour papoter. Et vous savez que je suis la team Pipelette, j'adore parler, donc Twitch pour moi c'est trop bien, mais ça m'a apporté tellement de choses, vraiment. Ça m'a apporté aussi de faire en sorte que Mirazonchi ait un petit peu de valeur. Enfin tu vois, genre j'ai ouvert une micro-entreprise, pour l'instant elle fait que effet de me dire j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Mirazonchi, très bien, elle sert à rien cette micro-entreprise, mais peut-être que dans le futur elle servira à quelque chose. Et Booksta, Booksta en fait c'est là où tout se passe. Twitch c'est encore très très niche, mais c'est le réseau que je préfère puisque c'est là où on est entre nous, quoi. Même si on est de plus en plus nombreux par live, et merci beaucoup, mais on est toujours entre nous, on est quand même, c'est la petite communauté, c'est assez intimiste et j'aime beaucoup. Et Booksta, on va dire Booksta, et je pense que les autres créateurs de contenu me rejoindront un peu sur ça. Booksta, c'est un petit peu la vitrine. C'est là où tout se passe, où les professionnels du monde littéraire, on va dire les maisons d'édition principalement d'ailleurs, te repèrent, te voient. C'est là que tu mets en avant, que tu partages le plus factuellement, peut-être moins humainement. Mais c'est là que tu partages le plus factuellement sur tes avis lecture, sur tes réceptions, sur, je sais pas, c'est là où tu vas essayer de mettre un visuel en avant. Bon, moi, vous savez que les visuels, c'est pas... Mais ouais, Instagram, c'est j'aime bien Instagram, j'aime beaucoup Instagram puisque ça me permet de faire des avis lecture, ça me permet de vous présenter aussi des choses qui sont intéressantes. J'aime bien les stories, parce que des fois je vous raconte des grosses conneries, mais Instagram, il n'y a pas ce côté de spontanéité. Et moi, c'est le truc que je préfère partout, c'est la spontanéité. Donc ouais. Mais ça m'a apporté, que vous soyez aussi nombreux. Donc merci beaucoup de connaître plein de gens, d'élargir aussi mon rayon de littéraire, en fait, de découvrir des ouvrages que j'aurais jamais découvert si vous n'étiez pas là en me disant ah tiens, toi qui as lu ça, tel autre livre pourrait te plaire. Et ben oui, en fait vous avez raison, vous commencez à cibler mes goûts littéraires, à me faire des recommandations qui sont totalement pertinentes. Et merci beaucoup. Ça m'a aussi permis, écoutez, de recevoir des services de presse, on va pas se mentir, hein, de recevoir des services de presse. C'était quelque chose que j'osais à peine espérer il y a de ça même pas 1 an. Et écoutez, maintenant je suis partenaire avec Hachette Roman sur l'année. Genre c'est un truc de fou. Et je suis officiellement partenaire avec Twitch en plus. Genre Twitch qui est un réseau, comme je vous disais, très très niche encore, qui est pas très reconnu par le monde de l'édition. Donc c'est énorme pour moi. Et puis, je vous présente de temps en temps des services de presse que je reçois de différentes maisons d'édition. Donc, merci beaucoup puisque c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté, c'est parce que vous me suivez, parce que les conneries que je peux dire vous intéressent un petit peu et que vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter, que je peux espérer ça et que j'espère l'année prochaine, quand je ferai cette nouvelle FAQ, vous dire, écoutez, j'ai de plus en plus d'opportunités et maintenant j'ai même des petites collaborations qui se dessinent par-ci par-là et je peux commencer à vraiment toucher du doigt mon rêve qui serait de vivre, en tout cas ne serait-ce qu'une partie, un petit peu d'avoir mon gagne-pain qui soit lié à l'influence littéraire et au réseau littéraire. Ça serait vraiment très très chouette. Ici la Marie du montage, puisque en fait je me rends compte en montant cette vidéo et surtout au moment de cette question que j'ai pas vraiment répondu à tout ce que tu me demandais dans la question, puisque tu me demandais aussi ce que YouTube m'avait apporté. En fait tu me posais pas la question pour Booksta, je sais pas pourquoi, en répondant j'ai aussi parlé de Booksta, mais en fait j'ai pas parlé de YouTube pour le coup que tu me demandais. Et du coup, qu'est-ce que YouTube m'a apporté sur l'année? Ça m'a apporté, je crois que je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça m'a apporté une aisance vraiment au niveau de la caméra, être plus à l'aise pour parler en face, pour vraiment savoir, on va dire, pas meubler forcément, mais je sais pas, être plus à l'aise devant une caméra, être plus à l'aise toute seule, plus indépendante aussi, au niveau de son discours. Ça peut être pas mal. C'est aussi très intéressant pour se rendre compte. Je vais te parler d'abord des choses un peu cons. Mais par exemple, c'est très intéressant quand tu fais son montage. Par exemple, c'est là que tu te rends compte que tu as plein de tics de langage. Ça te permet aussi je trouve que ça peut être compliqué au début de faire du YouTube, puisque ça veut dire que tu vas te regarder, tu vas t'écouter pour faire du montage. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident si tu as un petit peu du mal avec toi.
genre ta personne, bah faut faire face à soi-même et ça peut être un petit peu délicat. Et donc ça m'a appris à m'accepter, à me dire non mais en fait il y a combien de fois tu sais tu fais des arrêts sur image pendant que tu montes et en fait t'as des têtes dégueulasses. Ça t'apprend à t'accepter et à te dire ouais ben en fait c'est la vie quoi. Il y a des fois tu dis tu dis des conneries, t'es pas belle et tu t'en fous quoi. Ça je trouve que ça peut être pas mal pour un peu avoir de l'autodérision aussi sur soi-même. Enfin un peu de recul sur soi-même, ça peut c'est très instructif. Ça m'a appris à monter. Je ne savais pas du tout ce qu'était un logiciel de montage. Enfin, voilà, genre, je savais visuellement à quoi ressemblait à peu près un logiciel de montage. Et ben les premières vidéos, je me suis retrouvée à me dire, bon bah voilà, j'ai mis toutes les parties filmées que j'avais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment on coupe? C'est le truc tout bête, mais comment je coupe? Là, je viens de dire une bêtise, je voudrais l'enlever. Comment je l'enlève? Comment je fais une transition? Parce que bah, si tu fais juste un enchaînement de plein de coupes comme ça, bah, c'est moche. Enfin, il y a un moment, ça manque d'un truc. Comment j'intègre du texte? Comment je fais une intro? Comment je mets du son, comment ouais, il y a plein de choses comme ça, comment je module le son, comment je module ceci, je module cela, comment je mets des intégrations, enfin c'est plein de choses cons, tu vois, pour lesquelles j'avais zéro connaissance, vraiment zéro connaissance, j'ai jamais touché à ça avant de faire YouTube, et bah du coup là ça m'a appris, voilà, j'ai pas eu bien le choix, et justement je trouve ça très très plaisant, vous voyez que je fais des trucs très très simples au niveau du montage puisque j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais en tout cas c'est très très kiffant et justement je me sens m'améliorer. Genre par exemple là ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a une nouvelle intro qui est disponible, mes vidéos ont une nouvelle intro, je me suis même amusée à faire une alternative pour tout ce qui est le Villain Book Challenge. Donc vraiment j'ai pris plaisir à faire ça et c'est quelque chose que quand vous regardez mon ancienne intro, vraiment j'avais zéro connaissance quoi, donc je me sens m'améliorer un petit peu, donc ça c'est très chouette. YouTube ça m'a aussi permis de mettre en avant par exemple des sujets qui me tenaient fort à cœur et que sur Twitch, bah, comme je vous disais, sur Twitch et sur Insta étaient plus éphémères, l'Insta les stories sont éphémères au niveau de vraiment de parler et puis sur Twitch pareil les lives ne restent pas dans le temps. Tel que je pense que mon plus gros projet, en tout cas le projet qui m'a le plus tenu à cœur, sérieusement on va dire, sur l'année, ça a été la lecture commune du dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jomain, que j'ai organisé en début d'année, février-mars, je ne sais plus trop quand, qui était vraiment un événement, enfin vraiment qui me tenait extrêmement à cœur, que je voulais vraiment porter, que je voulais vraiment mettre en avant, et YouTube pour moi a été le meilleur endroit où le faire puisque c'est une vidéo qui reste, même si les gens ont raté le coche pour faire la lecture commune, c'est une vidéo qui restera et j'espère qui continuera à toucher, même si c'est une ou deux personnes tous les 6 mois, bah, c'est toujours une ou deux personnes de prise pour mettre en avant ce livre qui véhicule des messages qui sont très importants et qui doivent exister sur la sphère littéraire. Il y a aussi, bah, du coup, ça m'a permis de présenter un challenge, mon challenge qui est actuellement en cours, le Villain Book Challenge. Je pense que si je n'avais pas eu YouTube comme média pour le propulser, on va dire, je l'aurais pas fait, puisque je trouve que faire un challenge uniquement sur Twitch, c'est-à-dire se reposant uniquement sur des visuels, en plus je suis quand même relativement mauvaise pour m'exprimer à l'écrit, j'ai du mal à véhiculer toutes mes idées à l'écrit, je suis plutôt quelqu'un d'oral, et donc uniquement sur Instagram, il aurait manqué de saveur je pense, et sur Twitch c'est trop spontané, c'est trop instantané Twitch pour pouvoir faire durer un challenge, je trouve, donc ouais, YouTube ça m'a permis de mettre en avant des projets, de réaliser des projets, d'en avoir d'autres, puisque il y a des choses vraiment que je me vois faire que sur YouTube, qui se prêtent vraiment au format YouTube et non pas à l'instantanéité de Twitch et non pas à des photos ou des réels Instagram. Donc vraiment, c'est des choses que je pense de pouvoir faire que sur YouTube. Et puis ouais, YouTube, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, vraiment d'apprendre plein de choses. C'est un média que j'aime beaucoup et je me vois pas arrêter YouTube maintenant. Je vous avoue que cet été, j'ai eu un petit coup de mou. Vraiment, je vous disais, j'étais complètement noyée par rapport au rythme et au temps que ça demandait. Et je ne savais plus gérer. Et je me suis posé la question mais en fait, Marie, est-ce que vraiment YouTube, c'est si important pour toi? Est-ce que vraiment tu te sens comme ça de continuer à donner des heures et des heures toutes les semaines pour faire ton contenu, quitte à ne plus avoir de vie perso? Il y a eu ce moment de remise en question, alors à mon échelle déjà, donc toute petite échelle, donc j'imagine même pas pour les plus gros youtubeurs, mais
Mais ouais, en fait, je me suis posé la question, mais ça a été très vite, la question a été vite répondue. Non, je me vois pas arrêter YouTube, c'est trop, ça fait trop partie de moi maintenant. C'est trop important pour moi et je pense que je serais frustrée si je n'avais plus YouTube et qu'il me manquerait quelque chose. Vraiment, YouTube fait partie de mon identité perso et de mon identité aussi public, on va dire, en tant que Mirazonchi. C'est trop important pour moi. Donc voilà, YouTube, ça m'a apporté plein de choses. Je sais pas si je suis claire, mais j'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Et du coup, je vous laisse continuer avec la vidéo qui a été filmée où je suis toute belle, toute bien maquillée. Là, actuellement, il est minuit et quart, donc écoutez, je monte cette vidéo un peu la tête dans le cul. Wouhou. Allez, on retourne à la vidéo. Question suivante qui est donc la dernière. C'est bien, ça va faire une vidéo, je regarde, là j'en suis à 41 minutes de tournage. On sera sur une bonne vidéo. La dernière question est le livre qui t'aura le plus marqué... Entre parenthèses, pas Jane Austen. Oh, c'était un petit peu évident, sinon que je dise orgueil et préjugés, je sais. Et du coup, c'est un graphique que je vais vous présenter. C'est un manga, même. C'est un livre, vous allez peut-être vous dire, mais elle nous en parle jamais ou très peu. Pourquoi c'est ça? Et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Black Butler, donc écrit par Yana Toboso et publié chez Kana. Je vous montre ici le tome 1, mais j'ai quasi l'intégralité de la saga. Il y a 32 tomes de sortie à l'heure où je vous parle. Il me manque le 31. Je sais pas à quel moment j'ai merdouillé, mais j'ai acheté le tome 32 en pensant que j'avais le tome 31 aussi. J'ai pas le tome 31. Donc il m'en manque un. Mais j'ai l'intégralité de la saga pour l'instant sortie en français. Et Black Butler, en fait, ça a une valeur toute particulière pour moi, puisque en fait, c'est au moment... C'était en quelle année? Pareil, ça devait être au lycée, quelque chose comme les vacances scolaires. Non, c'était plus vieux que ça. Ça devait être les vacances scolaires entre la 4e et la 3e. Les grandes vacances d'été, mes parents ont canal satellite. Je raconte ma vie. C'est story time, on finit par un story time. Mes parents ont canal satellite et donc ont pas mal de chaînes et j'étais en vacances scolaires, du coup je me faisais suer. J'étais en train de zapper sur la télé, tiens, à quoi je vais passer ma journée à regarder. Et je suis tombée sur la chaîne MCM, je sais même pas si elle existe encore comme chaîne, MCM, qui diffusait des animés et qui diffusait un épisode de Black Butler, donc cette saga-là, puisqu'il y a une adaptation en animé. Maintenant, il y a 3 saisons et la 4e saison arrive bientôt, je suis très prête. Mais donc, il diffusait un épisode de Black Butler et j'étais en mode, ah, j'aime bien, mais j'avais jamais regardé d'animé consciemment, sans parler des dessins animés d'origine japonaise que je regardais quand j'étais petite, du style Magical Doremi. Mais j'avais sinon, plus adulte, ado en tout cas, j'avais jamais regardé d'animé. Et j'étais, ah, j'aime bien, c'est cool. Et du coup, j'avais réussi à comprendre que MCM diffusait un épisode de Black Butler tous les jours à telle heure. Donc le lendemain, j'avais allumé la télé à la même heure pour regarder l'épisode. J'étais là, ah j'aime bien. Puis le lendemain, pareil. Puis comme ci, comme ça. Et c'est comme ça que pendant toutes mes vacances d'été, tous les jours, je regardais un épisode de Black Butler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah attends, mais c'est un animé, mais c'est adapté d'un manga. Bon bah je vais lire le manga. Donc j'ai commencé à lire le manga. Et puis j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi ce livre qui m'a permis de faire la rencontre et de commencer à parler à ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie encore actuellement, puisque je suis rentrée en 3e et je savais que ce qui est ma meilleure amie actuellement était très fan du Japon, était très fan de musique japonaise, et j'étais allée la voir en disant, oh tu connais Black Butler, est-ce que tu connais, t'as des magazines qui parlent d'animé japonais, de musique japonaise, parce que j'avais aussi beaucoup aimé la musique d'introduction, du générique d'introduction de cet animé là, donc est-ce que t'as des magazines qui parlent de ci, qui parlent de ça, que je me renseigne, que je connaisse un peu plus. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à parler, qu'elle m'a passé des magazines, qu'elle m'a conseillé d'autres animés, d'autres mangas. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis mise à beaucoup consommer de mangas, d'animés et à découvrir la musique japonaise aussi. Et c'est parce que j'ai découvert la musique japonaise que j'ai voulu apprendre le japonais et donc que j'ai voulu étudier le japonais, que j'ai par la suite été vivre au Japon. Donc c'est vraiment, tout est parti d'un jour en vacances scolaires où j'ai découvert un épisode d'animé de Black Butler et que j'ai lu le manga et que j'ai découvert que le groupe de musique qui faisait le générique de début de la 2e saison animée de Black Butler était un groupe que j'aimais beaucoup, ce qui est encore maintenant mon groupe de musique préféré. Bref, tout est parti d'un animé de Black Butler et c'est ça qui a dirigé les 10 années qui ont suivi de ma vie, donc c'est quand même assez impressionnant je trouve. Donc ouais, Black Butler, ça, même si c'est peut-être pas le manga le plus connu, il a une certaine notoriété quand même, mais c'est pas le manga le plus connu, c'est pas le meilleur manga au monde, je vous le reconnais. Mais pour moi, il a une valeur. Il a une valeur, il a une histoire, il a un passé, il m'a construit aussi. Il m'a permis de faire des choix, même sans le vouloir. Mais c'est ça qui a tout commencé, donc ouais, il est important pour moi, Black Butler. Donc voilà, c'en est tout pour cette FAQ. J'espère que j'aurai pu répondre aux questions qui m'ont été posées et que voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur moi. Si ça peut vous intéresser, si ça ne vous intéresse pas, j'espère que vous aurez passé la vidéo, sinon c'est bête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre l'emoji...
l'emoji pouce en l'air. Écoute, hein, on n'est pas trop original aujourd'hui, mais l'emoji pouce en l'air. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions qui peuvent se profiler. Si le fait que je vous ai apporté certains éléments de réponse, bah, vous vous dites, ah mais attends, parce que quand tu dis ça, est-ce que tatati tatata? Dites-moi tout ça en commentaire si vous avez appris des choses sur moi que vous ne connaissez pas. J'imagine que ma team Twitch, vous connaissez quand même pas mal de choses que je vous ai déjà racontées puisque je m'étale pas mal sur Twitch. Je vous raconte pas mal ma vie sur Twitch, donc vraiment. Donc pour ceux qui ne me suivent pas et sur Twitch et sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Les liens sont dans la barre d'infos comme je vous disais. C'est là où je parle le plus finalement, où je me suis plus spontanée. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, ça sera peut-être plus sympa pour vous. En attendant une prochaine vidéo, en tout cas, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Bye bye!